Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 30 novembre. Voici le programme. Il s'appelle Buddy. Il a été conçu pour devenir le compagnon des personnes isolées, fabriqué par l'entreprise française Blue Frog Robotique. Il permet également de faire du soutien scolaire en continu, notamment pour les enfants touchés par des maladies graves. Buddy est arrivé dans certaines écoles saint-quentinoises. Nous en parlerons avec nos invités. Dans cette émission, nous partirons aussi à la découverte de Houdan, une ville dépaysante à la frontière d'Eure-et-Loir. Rencontre avec ses habitants et son histoire, déambulation dans ses ruelles médiévales et ses vastes champs, mais également dégustation de ses spécialités culinaires. Le premier épisode d'une série sur nos communes yvelinoises. Et le mercredi, c'est le jour de notre page cinéma. Nous parlerons des films à ne pas manquer dans les prochains jours. Violent Night, Enzo le Croco ou encore Annie Colère. Au programme également le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Et avec moi en plateau, Régine Rallèche, bonsoir. Bonsoir. Journaliste de la rédaction de TV78. Ce matin, vous étiez à Paris au salon Educatech pour la présentation de ce nouveau robot qui est d'ailleurs juste à côté de vous, Buddy. Oui, effectivement. Donc, j'ai fait la rencontre du robot Buddy qui, justement, accompagne les enfants qui sont atteints de maladies graves. Oui, voilà, de maladies graves, de pathologies graves et qui est présent notamment dans les classes à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et avec nous également pour en parler, Anne Capio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère communautaire en charge du projet numérique éducatif pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Également avec nous Jean-Charles Semama, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller pédagogique au numérique à l'Académie de Versailles. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce robot Buddy et qu'est-ce qu'il va apporter aux enfants ? Alors ce robot est en expérimentation dans des dispositifs Ulysse. Ce sont des dispositifs qui accueillent les élèves à besoins éducatifs particuliers et on espère pouvoir en faire une interface, un robot compagnon pour pouvoir accompagner le travail des élèves, le travail des enseignants. Et donc on en parlera plus en détail dans quelques instants, mais avant je vous propose de faire un point sur la météo de demain. Demain matin, dans les Yvelines, nous devrions avoir un temps bien hivernal. Le ciel devrait rester nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 5 à 4 degrés en moyenne, mais avec un ressenti de 2 degrés. Dans l'après-midi, le ciel devrait rester couvert, compter 6 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan, et 5 degrés à Rambouillet. Et demain, nous fêterons les Florences. Le point maintenant sur l'actualité dans les Yvelines. Le principal suspect dans la mort de Djibril, tué dimanche à Coignères, a été mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, mardi 29 novembre. Âgé de 16 ans, il s'était rendu dimanche après-midi au commissariat d'Argenteuil dans le Val d'Oise, précisant être l'auteur des coups de marteau. Les faits se sont déroulés à l'issue d'un gala de MMA au gymnase du Moulin à Vent de Coignères. L'immobilier en baisse dans plusieurs départements français. Les Yvelines sont en tête avec une diminution de moins 4,4% des prix de l'immobilier. Selon la start-up Everinvest, à l'origine de ce classement, les acheteurs ont repris la main, les vendeurs ne peuvent plus refuser de dossiers. Novembre, c'était le mois de l'économie sociale et solidaire. Durant tout le mois, Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé différentes actions, book des acteurs, webinaires. Une rencontre des acteurs s'est tenue aujourd'hui, mercredi 30 novembre, au Ski Cube. Et de neuf, pour le relais Val-de-Seine, le réseau du mouvement Emmaüs a ouvert à Plaisir sa 9e boutique. L'entreprise d'insertion collabore avec des personnes éloignées de l'emploi pour s'occuper de ces boutiques de seconde main. 3 espaces sont proposés au sein du centre commercial au shopping Grand Plaisir. Et c'est l'image mignonne du jour, le zoo safari de Thoiry a un nouveau pensionnaire. Ce petit fourmilier a été découvert accroché à sa maman Kutsi le 14 novembre dernier. Le zoo a annoncé la bonne nouvelle le mardi 29 novembre à l'occasion de la journée mondiale des fourmiliers. Si vous souhaitez passer un moment privilégié avec l'un des pensionnaires du zoo, Thoiry Conservation vous propose de les parrainer. Les fonds récoltés sont reversés à des associations. Et également dans l'actualité, cette lettre écrite par la présidente de la région Île-de-France aux usagers des transports franciliens. Valérie Pécresse leur demande d'interpeller l'État face à la hausse du prix du pass Navigo. Pour rappel, ce dernier devrait s'élever à 90 € par mois. Elle souhaite ainsi mettre le gouvernement devant ses responsabilités, car avec le Covid-19, l'inflation et le financement du Grand Paris Express, Île-de-France Mobilité serait face à une situation financière très tendue, et ce, sans soutien de l'État. Et si vous aussi, vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le communiquer en utilisant le hashtag 78news.
Le 1er et le 2 décembre, les médecins libéraux feront grève. Les revendications peuvent varier selon les organisations, mais toutes illustrent un ras-le-bol face à un manque de considération du métier. Ils demandent notamment une revalorisation des tarifs de consultation. Julien Leroy a interrogé Jean-Marie Conesa, le responsable départemental de la Confédération des syndicats médicaux français. Ce sont tous les médecins. L'initiative avait été lancée par un nouveau groupement, qui n'est pas encore un syndicat, qui s'appelle Avenir Médecine. Et à partir de là, l'ensemble des syndicats, c'est-à-dire la totalité des syndicats médicaux, et Dieu sait s'il y en a, il n'y a pas de temps, maintenant il y en a bien 6 ou 7, tous se sont joints à cette initiative du 1er et du 2. Essentiellement, la décharge administrative, c'est-à-dire qu'on nous donne les moyens d'embaucher du personnel, qui soit rémunéré bien sûr selon son travail, et qui nous décharge du tiers au moins de notre activité, ce qui nous permettrait pendant ce temps de voir beaucoup plus de personnes et améliorerait le service de soins. Ceci passe effectivement par l'augmentation de la rémunération ou bien par la prise en charge de ces assistants médicaux directement par l'assurance maladie ou sous une autre forme. Toute personne qui, dans la journée en temps normal, a besoin d'un médecin, même pour une pathologie qui n'est pas urgente, mais qui veut voir un médecin dans la journée, appelle le 15. Et le 15 dispose de créneaux disponibles dans chacun des territoires pour y adresser des médecins. En principe, la régulation du 15 devrait être un petit peu chargée et renforcée au niveau des personnes qui répondent. Mettre l'intelligence artificielle au service de l'inclusion en milieu scolaire, telle est l'ambition de Skippy Saint-Quentin en Yvelines pour l'inclusion, un programme porté par Saint-Quentin en Yvelines et l'Académie de Versailles. C'est dans ce cadre que Buddy, un robot émotionnel conçu par la start-up Blue Frog Robotique, a été présenté ce matin au salon Educatech à Paris. Et avec nous pour en parler, Anne Capio et Jean-Charles Semama. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Anne Capio, pourquoi Saint-Quentin en Yvelines a répondu à cet appel à projet ? Alors, dans la continuité des projets phares de Saint-Quentin en Yvelines, des projets phares chers au président Jean-Michel Fourgousse, qui est l'apport des outils numériques dans les apprentissages scolaires, il nous a paru important depuis un certain temps de pouvoir mettre ces outils numériques à la disposition des enfants qui se trouvent dans une situation de handicap. Donc, nous avons répondu à cet appel à projet lancé par la BPI pour un projet qui va jusqu'à 2030. Et nous avons répondu à cet appel à projet avec la société Blue Frog Robotique, et donc qui a donc la société remporté cet appel à projet pour pouvoir, avec Buddy ici présent sur le plateau, mettre Buddy dans nos classes et ainsi permettre aux enfants dans cette situation de handicap de pouvoir acquérir de l'autonomie, de la confiance en soi. Et alors justement, en quoi peut-il aider ce robot ? Alors on a essayé de déterminer des fonctionnalités qui regrouperaient des outils qui peuvent parfois exister dans sous plusieurs formes et essayer de les rassembler dans un même objet et d'essayer de pouvoir avoir un objet qui va pouvoir communiquer avec les élèves, leur donner des indications, des repères ou alors pouvoir leur permettre de faire des exercices ou avoir des communications. On espère qu'il va aussi leur servir un petit peu d'objets transitionnels dans lesquels ils vont pouvoir être rassurés, avoir des moments un petit peu isolés pour pouvoir se détendre quand il y a des moments de tension dus à la classe ou dus à des tensions personnelles. Pourquoi c'est important pour Saint-Quentin en Yvelines de s'engager dans l'inclusion ? Alors, l'inclusion a toujours été un sujet pour nous dans nos écoles, et comme on suit tous les projets des outils numériques, l'intelligence artificielle est encore pour l'instant utilisée de façon très épisodique, voilà. Donc
Saint-Quentin en Yvelines, qui est une terre d'innovation, ça nous a semblé important de faire cette expérimentation d'un robot pour pouvoir aider tous ces enfants en situation de handicap. Et on voit l'apport de l'outil numérique dans les apprentissages scolaires pour des enfants dans nos classes. Et les enfants en situation de handicap étaient un petit peu délaissés. Et on s'est rendu compte par pas mal d'expérimentations que l'intelligence artificielle pouvait amener des choses. Donc on veut vérifier sur place et on veut vérifier comment cela se passe à l'intérieur des classes. Alors, je le disais il y a quelques instants, ce robot a été présenté ce matin au Salon Éducatech de Paris, où vous y étiez, Régine Ralech. Je vous propose de regarder le reportage. Et alors les yeux, il n'aime pas du tout qu'on lui mette les doigts dans les yeux. Le robot Buddy est désormais un élève saint-quentinois. Il a fait sa rentrée scolaire dans l'agglomération en septembre dernier. Le but ? Assister les enfants atteints de troubles cognitifs dans leur parcours scolaire. L'expérimentation en classe durera 18 mois. Nos amis de l'Éducation nationale ont choisi 5 classes, des classes de collège, des classes traditionnelles ou des classes pour accueil d'enfants en situation de handicap, ce qu'on appelle des ULIS, donc 5 classes. On s'est lancé depuis un certain nombre d'années donc sur la R&D concernant bien sûr ces enfants qui ont besoin bien sûr d'être plus aidés certainement que les autres. Conçu par l'entreprise Blue Frog Robotics en 2014, Buddy est voué à devenir le compagnon des personnes les plus vulnérables. Doté d'une intelligence artificielle, il peut interagir avec les personnes âgées isolées ou aider au développement des enfants hospitalisés ou en situation de handicap. C'est entouré d'un réseau d'experts, donc des psychologues, des membres d'associations, des personnes autistes, etc., pour essayer de cibler au mieux comment répondre aux besoins exprimés face à ce qui avait déjà été fait sur le marché avant. Aujourd'hui, 2000 robots ont été commandés par le ministère de l'Éducation nationale. Ils devraient être accessibles au grand public l'an prochain. Alors on sait que Buddy a été déployé dans 5 classes. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville est-ce qu'il est présent aujourd'hui ? Alors actuellement, Buddy est présent sur la ville d'Elancourt, sur la ville de Plaisir, de Montigny et de Trappes, donc dans des écoles élémentaires, dans des classes Ulysse, qui sont des classes à enfants à besoins particuliers, et dans un collège. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement dans la classe ? À quoi il sert exactement ? Quel est son rôle ou ses activités ? Alors, je vais répondre. En fait, pour l'instant, on est dans une phase d'expérimentation, donc on a essayé de prévoir un certain nombre d'interactions qu'il pourrait avoir avec les élèves, et on l'a pensé en complément de tous les outils que possède l'enseignant pour pouvoir aider les élèves. Donc, on va essayer de lui faire des interactions avec l'élève, avec des jeux de cartes, où il va pouvoir travailler autour des émotions, autour de sujets que les enseignants eux-mêmes vont apprendre à Buddy pour qu'il puisse s'en servir pour questionner les élèves. On va lui demander aussi de faire un travail de récitation, mais même on a essayé de penser aussi quelque chose autour de l'emploi du temps de l'élève. Quand l'élève est un petit peu perdu, il ne sait pas ce qui va se passer après, on va essayer de faire reconnaître l'élève par Buddy pour qu'il puisse dire dans 10 minutes, tu sais que tu as la prise en charge avec l'orthophoniste. Voilà, on va essayer que ça soit vraiment un outil compagnon au même titre, et on va essayer aussi de développer une partie d'intelligence artificielle pour qu'il puisse parler à Buddy. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme il va l'appeler, mais Skippy ou Buddy, à quelle heure est la récréation. Tous ces petits repères qui permettent aux élèves d'être rassurés et d'avoir un cadre précis qui vont leur permettre d'être de plus en plus autonomes dans la vie de la classe. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir pour l'éducation ? Alors, ça sert pour beaucoup de choses. Par exemple, on a de l'intelligence artificielle dans les tablettes quand on fait dicter aux élèves. Et donc, on va pouvoir permettre aux élèves à besoins particuliers, par exemple dans le cadre de la dyslexie, les élèves qui ont des difficultés par rapport à l'écrit vont pouvoir peut-être répondre et dicter des choses à la tablette, ce qui va leur permettre d'avoir une entrée dans le monde de l'écrit. Buddy pourra peut-être faire ça, on pourra lui dicter des choses, il pourra peut-être écrire pour savoir, ou questionner l'élève. Voilà, on va essayer de tabler sur cette... Mais c'est vraiment de l'expérimentation. Pour l'instant, on a des belles idées et Blue Frog va nous aider à les réaliser dans un aller-retour avec eux très, très régulier.
Et justement, cette expérimentation, elle dure jusqu'à quand exactement? Alors, on en a pour 18 mois, donc on est dans vraiment la toute première phase, c'est la rencontre entre les enseignantes qui s'approprient. Alors, le Buddy a déjà été montré en classe, il y a une attente phénoménale des élèves parce que c'est mystérieux, ça fait un petit peu rêver. Donc, pour l'instant, les premières fonctions ont été dévoilées aux élèves. Alors, il ne répond pas encore, mais on va expliquer qu'on va apprendre à Buddy. Donc, Buddy va devenir un élève supplémentaire pour les élèves à besoins particuliers. C'est les élèves à besoins particuliers qui vont apprendre à Buddy. Et c'est un rôle qui peut être assez intéressant pour les élèves aussi. Et Buddy soutient également les enseignants. Exactement, les enseignants vont pouvoir s'en servir comme outil pour pouvoir mettre en autonomie des élèves ou faire une interface entre les élèves. Vous savez, dans les dispositifs Ulysse, ce ne sont pas des classes, ce sont des dispositifs où on accompagne les élèves à besoins particuliers pour qu'ils puissent avoir un accès à la classe ordinaire. Donc il y a des allers-retours dans ces classes entre la classe ordinaire et la classe le dispositif. Et donc ça va permettre de jouer ce rôle d'accompagnement aussi. Anne Capio, est-ce qu'il y a d'autres projets avec Buddy à venir? Alors, donc, comme le disait Jean-Charles, on est dans une expérimentation de 18 mois. Parallèlement à ça, nous expérimentons à Elancourt dans une classe UME qui est une classe réservée en maternelle pour des petits autistes. Et là, nous avons passé un partenariat grâce au Lions Club d'Elancourt qui nous a financé un autre robot qui s'appelle pas Buddy, mais il s'appelle Leka. Et Leka est aussi en expérimentation dans cette classe pour les petits de maternelle. Donc là, les fonctions ne sont pas les mêmes et on n'attend pas la même chose de Buddy comme ce qu'on attend de Leka. Mais c'est aussi une expérimentation de l'intelligence artificielle au service des enfants. Eh bien, merci Anne Capio et Jean-Charles Semama d'être venus en parler. Merci en plateau à vous. Merci à vous. Hier matin, aux alentours de 9h, un motard de 62 ans a trouvé la mort écrasé par un poids lourd à Port-Marly. Le drame s'est déroulé le long de la départementale 113. Les circonstances restent encore à confirmer, mais le motard qui circulait à allure modérée aurait tenté une manœuvre conduisant à l'accident. Pour le maire de Port-Marly, Cédric Pemba-Marine, ça relance le débat autour du trafic élevé de camions. Sa réaction au micro de Julien Leroy. Port-Marly subit depuis l'arrivée des deux nationales qui ont coupé la ville en quatre au milieu des années 60, donc au siècle dernier, subit un trafic incessant et notamment beaucoup de poids lourds qui ne viennent pas là pour la livraison du dernier kilomètre, mais qui sont là en transit. Et selon des chiffres datant de 2017, Port-Marly est traversé par 5500 camions chaque jour, une préoccupation pour les habitants. Le carrefour où il y a eu ce grave accident hier est très dangereux. Je ne passe jamais le long de la nuit, j'ai toujours peur. Il passe très près, sur deux voies dans chaque sens. C'est inquiétant, quoi, si vous voulez. Maintenant, j'ai un bébé, donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur d'avoir des enfants qui traversent et tout ça, mais après, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire autrement, quoi. C'est une nationale, il faut bien que les camions ils passent quelque part, quoi. Ce contournement qui avait été imaginé, pareil, au siècle dernier, mais qui avait été abandonné certainement pour des raisons financières, il faut qu'on se dise aujourd'hui que les raisons financières ne tiennent pas face à nos préoccupations légitimes de santé, de sécurité aussi des habitants. Depuis le mois de septembre 2022, un espace de coworking est ouvert dans la commune de Laqueux-les-Yvelines. Une maison en plein cœur du centre-ville a été aménagée pour accueillir des entrepreneurs, des TPE ou encore des salariés. Le reportage de Nicolas Dandry. Ces espaces qui sont des espaces à vivre plutôt que des espaces de travail. C'est la caractéristique de cette structure de coworking, travailler comme si vous étiez à domicile. Installé dans une maison du centre-ville de Laqueux-les-Yvelines, le salon, les chambres ou les autres pièces de la bâtisse ont été aménagées en espace de travail, un réaménagement jusqu'à l'ancienne piscine. C'était une piscine couverte que nous avons nous-mêmes recouverte d'un parquet et qui va être une salle de réunion. Pour l'instant, vous avez les chaises, on aura bien sûr les écrans qui pourront servir pour les réunions et on va bientôt y installer une table qui arrivera incessamment sous peu. Co-fondateur de cet espace de coworking, Olivier Renaud et ses équipes sont installés ici depuis 2007. D'abord une agence de communication, ils se sont réorientés en 2019 vers le coworking. Cette histoire de coworking, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on a fait avec l'agence, puisque c'était une agence qui a été primée au Great Place to Work parmi les 3 meilleures entreprises où il fait bon vivre en France.
L'esprit, on a voulu le faire perdurer en offrant aux personnes qui travaillent chez eux aujourd'hui un espace où ils ne sont pas vraiment dans des bureaux, ils sont dans une maison. On est dans une maison de ville, on est en plein cœur de la Queue-les-Yvelines. Au total, 28 postes de travail sont disponibles à des tarifs allant de 250 à 850 €, des espaces nomades, fixes ou des bureaux privés. Parmi les utilisateurs installés, il y a l'entreprise Soli Énergie, une société créée début 2022 spécialisée dans l'installation de panneaux solaires. Nous, on a choisi de travailler au cowork à la maison parce que ça nous permet d'avoir une flexibilité quand on accueille des nouveaux collaborateurs, d'une part, de pouvoir grandir sans avoir la contrainte de devoir changer de lieu. Aussi pour la convivialité qu'apporte un espace de coworking, d'avoir d'autres entreprises avec qui travailler. Salariés d'entreprises, entrepreneurs ou sociétés entières peuvent s'installer dans cet espace pour se sentir dans un environnement comme à la maison. Et nous avons été rejoints en plateau par Guy Galanty. Bonsoir. Bonsoir. Vous Merci êtes, de m'accueillir. avec plaisir, vous êtes le président de l'Étoile sportive à Guyancourt. Alors, je suppose que vous avez suivi le match des Bleus. À chaud, votre réaction ? À chaud, c'est un match difficile, des joueurs de qualité quand même en Tunisie. Ils jouent presque tous, tous ont participé au championnat de Ligue 1 et ils participent. Donc oui, un match difficile parce que beaucoup de jeunes sur le terrain, de notre côté. Et puis c'est un début pour beaucoup. C'est difficile en Coupe du Monde. L'adversité était contre la Tunisie qui, elle, avait un enjeu majeur, c'est se qualifier. Donc c'est exactement ce qui se passe pour un match de coupe. Voilà. Nous, on était déjà qualifiés, eux pas. Et le différentiel est important au niveau de l'engagement, de la psychologie, l'abord du match. La Tunisie était prête, nous un peu moins. Mais après, on a quand même équilibré avec la rentrée de nos joueurs cadres. Et donc, le résultat 1-0 avec quelque chose qui est un peu anecdotique à la fin, parce que normalement, la règle veut qu'une fois que le match est sifflé, la fin du match est sifflée, on ne peut plus revenir en arrière. Et là, ce n'est pas le cas. La fin du match a été sifflée. Et pourtant, ils sont revenus sur la décision. Et c'est bizarre, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose de changé avec la VAR, peut-être. Mais normalement, ce but aurait dû être accepté, parce que même la position, j'ai regardé vite avant de venir, même la position de hors-jeu me paraît très aléatoire. Et c'était notamment l'entrée de Matteo Guendouzi, l'Yvelinois. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je suis de cœur marseillais, donc forcément Guendouzi, ça me dit quelque chose. Je pense qu'il a été, comme tous ses partenaires jeunes de l'équipe, un peu pris par l'enjeu, par l'environnement. Mais c'est un bon début quand même, parce que ces jeunes sont de qualité. Parce que dans l'équipe de France, Deschamps a fait quand même le pari d'avoir beaucoup de jeunes. Les joueurs cadres qui étaient des joueurs hors normes ne sont pas là. Notre Ballon d'Or, Pogba. Il y a eu beaucoup de blessures. N'Golo Kanté. Donc c'est beaucoup. Mais c'est bien. Outre l'équipe de France, est-ce que vous avez un favori dans cette Coupe du Monde ? Alors les favoris, il y en a pas mal. Parce qu'on voit que... Je crois que la France est la seule où les grands joueurs sont absents. En nombre. Mais le Brésil, l'Espagne, pour ne pas ne citer que deux, l'Angleterre aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il peut y avoir une surprise encore, parce que je vois la nature des matchs. Je pense que ça peut générer des surprises. C'est une Coupe du Monde où tout est possible. Voilà, où tout est possible, même pour la France. La France, il faudra qu'on soit au maximum de nos possibilités. Mais je crois qu'on a quand même une équipe très costaud. Et alors, vous voyez qui en finale ? J'aimerais bien voir la France d'ailleurs, bien sûr. Et peut-être un remake France-Brésil m'intéresserait beaucoup. Et alors, est-ce qu'au sein de l'ES Guyancourt, est-ce qu'il y a un engouement autour de cette Coupe du Monde ? Bien sûr. Bien sûr, la preuve c'est que cet après-midi, on avait un entraînement pour des petits, 6 ou 7, on l'a décalé à 14h pour pouvoir leur permettre de regarder le match à 16h. Oui, bien sûr qu'il y a un engouement. Vous avez prévu des soirées pour... Il y a des soirées où on laisse le clubhouse à disposition de nos équipes qui veulent regarder un match ensemble, passer la soirée à regarder un match. Il y a combien de licenciés environ Cette année, on a un record historique pour le club parce qu'on dépasse les 750. Ce qui n'est jamais arrivé dans le club. On est plutôt toujours aux alentours des 700. Et là, on passe un beau score.
Difficile à gérer, mais beau score. Est-ce qu'en général, une Coupe du Monde réussie par les Bleus, ça génère une montée? On aurait souhaité que ça se passe pour les féminines, parce qu'on a des féminines dans le club. Malheureusement, elles n'ont pas été au bout. Elles auraient été au bout, je pense que ça aurait fait vraiment le déclic. Donc, pour les féminines. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'engouement au niveau des... Si, on a eu, parce que nous, on a quand même à peu près 15% de féminines en plus. Donc on était 60, on est 75, on vise les 100 féminines dans le club. Donc oui, ça a généré quand même un engouement. On voit de plus en plus de filles venir au foot. Et vous heureusement. visez les 100 jusqu'à quand exactement? Vous visez les 100 D'ici 2 ans, j'espère qu'on y sera. J'espère dès l'année prochaine, parce qu'on va faire beaucoup de lobbying auprès des écoles notamment, pour que des filles viennent jouer avec nous. Vous espérez du coup qu'il y ait plus de licenciés grâce à cette Coupe du Monde? Je pense. Je pense qu'on en aura de plus en plus. Ça ne s'arrête pas, parce que l'État fait quand même pas mal de choses pour les licenciés, avec des aides particulières, notamment par le département, pour le Pass Plus, et l'État pour le passeport. Donc ça permet à des enfants d'avoir des dotations en subvention qui sont intéressantes, qui leur permettent d'avoir une licence chez nous. Eh bien, merci Guy Galantier d'avoir accepté notre invitation. Et à très bientôt. Est-ce que vous êtes déjà allé à Houdan? Houdan, bien sûr. Oui, ça vous parle. Et vous, Régine? Non. Eh bien, je vous propose de partir à la découverte de cette ville qui est située à l'ouest du département avec Céline Charles. Nous sommes allés en apprendre un peu plus sur son histoire, son patrimoine et ses spécialités culinaires. Je vous propose de regarder un extrait. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Houdan, une ville historique médiévale située à l'ouest du département, à la frontière d'Eure-et-Loir. Houdan vous offre une jolie balade entre ville, nature et histoire de France. On retrouve des traces depuis l'époque néolithique, mais elle fut vraiment peuplée à partir du XIIe siècle, avec son donjon, ses auberges, ses commerces atypiques. On vous guide à travers ces rues et on part tout de suite à la rencontre de Loïc Pioche, c'est le dirigeant de la Boucherie des Arts. C'est le seul à vendre encore le fameux pâté de Houdan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le gérant de cette boucherie. Oui. Et vous êtes le seul à commercialiser encore le fameux pâté de Houdan. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce pâté? La spécialité du pâté de Houdan, c'est que c'est un pâté qui est à base de viande de volaille. D'accord. De la poule de Houdan, 100% volaille. Il n'y a pas de gelée de porc. À base de pistache, émulsion de champignons avec vin blanc et un petit peu de cognac. Et c'est 100% volaille. Et vous avez beaucoup de clients qui vous en demandent du coup? Pas mal. Depuis qu'on a fait la confrérie il y a 4 ans, le concours, on a eu le 2e prix. Et on a eu beaucoup de monde par rapport à ça. Et toutes les semaines, on a des gens qui viennent de loin pour acheter le pâté de Houdan. Prenons le temps de se balader dans les rues du centre-ville. Nous sommes tout de suite plongés à l'époque médiévale. Les auberges rue de Paris témoignent du passé ville-étape durant le Moyen-Âge. Et l'église Saint-Jacques et Saint-Christophe surplombe la place du centre-ville. Elle est classée monument historique. À 5 minutes à pied, le chemin de la Croix aux Pèlerins vous offre une jolie promenade en pleine nature. Au bout, un magnifique panorama sur la ville. Activité historique incontournable, le donjon de Houdan, enceinte fortifiée durant le Moyen-Âge. Son vécu est intimement lié à l'histoire de France. C'est parti, on part à sa découverte. Marthe Després, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animatrice du patrimoine et vous vous occupez notamment de ce donjon. Quelle est son histoire? Alors le donjon a été construit à la fin du XIIe siècle. Ce sont les dernières fouilles archéologiques qui nous le disent. Il a été construit par la famille des Montfort. D'accord.
On pense qu'il n'était pas habité, parce qu'il n'y a pas de cheminée ici. On pense que c'était pour montrer une puissance féodale forte sur la région. C'était peut-être aussi une tour d'observation, parce elle est très très bien placée, cette tour. Mais on pense aussi que ce n'était pas forcément à des fins militaires, parce qu'il n'y a pas d'éléments de défense active qui nous indiqueraient que c'était un fort. Donc on pense plutôt que c'était une identité féodale forte. Pour surveiller l'ennemi Oui, alors de là-haut, effectivement, on a une très bonne vue à 360 degrés, donc sans doute c'était une tour de guet. Mais il n'y a pas de machicoulis, il n'y a pas de chemin de ronde, il n'y a pas de meurtrière, donc c'est ce qui nous fait penser que ce n'était pas vraiment un bâtiment militaire, mais plutôt un bâtiment d'apparat. Le donjon de Houdan propose également des concerts, des expositions ou encore des escape games pour faire vivre ce lieu d'histoire. Et vous pourrez retrouver le reportage en entier sur notre site internet. La commune de Houdan signe le premier épisode d'une nouvelle série sur nos communes yvelinoises. Le prochain sera le mois prochain. Un portrait à présent. Fanny est une comédienne en situation de handicap. Elle a intégré la troupe de théâtre Eurydice de Plaisir en 2019. Julien Leroy l'a suivie lors des répétitions du spectacle Heureusement que vous êtes là. Regardez. Je crois qu'il est plus par là. Ouais, c'est ça. Et le tien, il est plus derrière ou plus devant ? Dernière mise en place avant la répétition générale pour Fanny, cette comédienne plaisiroise de 28 ans a intégré le théâtre Eurydice en janvier 2019. Cet établissement et service d'aide par le travail, basé à Plaisir, engage des comédiens en situation de handicap depuis 1986. Un travail rémunéré et à temps plein pour cette troupe de 9 comédiens. On a beaucoup de chance du coup parce que tous les artistes ne peuvent pas se vanter d'avoir un spectacle permanent comme ça. La plupart sont intermittents et doivent chercher encore et encore, donc je pense qu'on a beaucoup de bol. Fanny a commencé le théâtre à l'âge de 6 ans lors d'une représentation d'une pièce de William Shakespeare en classe de CP. Sa mère était fascinée par ses capacités de mémorisation. Elle a obtenu une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Elle est cultivée, elle a un niveau intellectuel hors norme. Très agréable de travailler avec elle. Moi, je fais ça pour pouvoir m'amuser tous les jours et honnêtement, je ris tous les jours. Donc, je pense que je vais avoir une bonne santé grâce à ça. La troupe répète actuellement le spectacle « Heureusement que vous êtes là », mis en scène par Cécile Tournesol et écrit par Roland Dubillard. Acrobate du verbe et jongleur de mots se retrouvent sous un chapiteau de fin du monde. Échange entre ces deux clowns très bavards. Pompong. Pitrac. Pitruc. Pitrac. Pitruc. Pipouf, tric, 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 tric. Elle est cassée. On peut pas jouer avec ça. Pas de chance, pour une fois que je gagne. Fanny, elle est très impressionnante, elle a des capacités incroyables de mémoire. Ce qui est surtout aussi formidable, c'est qu'elle a une passion pour le théâtre et donc voilà, on sent qu'elle est heureuse sur scène. Je ressens tout mon corps, je ressens tout ce qu'il y a autour de moi, je ressens le public et il y a quelque chose où quand je suis sur scène, je me sens vivante. La troupe joue actuellement 3 spectacles. La pièce « Heureusement que vous êtes là » sera représentée les 16 et 17 décembre au théâtre Eurydice de Plaisir. Et comme chaque mercredi, on passe à notre page cinéma. On commence avec le coup de cœur d'un professionnel. Cette semaine, c'est Vincent Mirabel, le professeur de cinéma versaillais, qui nous parle du film Le dernier vice-roi des Indes. Regardez. Le dernier vice-roi des Indes. Voilà un film que j'ai découvert cet été, à une période où généralement il n'y a rien à la télévision. Et c'était sur une grande chaîne publique. Et j'ai tellement aimé ce film qui parle de la partition de l'Inde juste après que l'Empire britannique ait quitté le pays. J'ai tellement aimé ce film que je suis retourné au cinéma, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un film absolument superbe. Moi qui ai vu énormément de beaux paysages ou de beaux costumes ou de beaux décors, j'ai été bluffé par la perfection des costumes et des décors. Par ailleurs, il y a une figuration exceptionnelle. Des milliers d'Indiens qui croisent la route notamment de Lord Mountbatten, qui est là pour assurer
la cession en douceur, la transition en douceur entre l'Empire britannique, l'Inde et le Pakistan. Ce film est interprété par Hugh Bonneville et également Gillian Anderson qui a le rôle de l'épouse de Lord Mountbatten et qui joue avec une grande finesse. C'est un film très délicat. Il y a en fait à la fois de la politique extrêmement intéressante puisque c'est une page de mars 1947 que peu de gens connaissent. Et par ailleurs, il y a également une très belle romance entre deux, je dirais, domestiques employés de l'ambassade d'Angleterre et ces deux Indiens dont l'un est l'ancien acteur de Slumdog Millionnaire vont avoir une liaison pas si systématique que ça. Ça n'est pas une romance bollywoodienne, c'est une vraie histoire d'amour qui se fait avec beaucoup d'épreuves. Donc on vibre tout du long du film. Et voilà pourquoi j'ai eu tout le temps envie de revoir ce film. Le dernier vice-roi des Indes de Gurinder Chadha, film de 2017, accessible aux Européens bien qu'Indiens. C'est un spectacle magnifique, bon spectacle. Et on continue de parler cinéma. Quelles sont les sorties aujourd'hui? C'est la petite sélection de Céline Charles. Un film de circonstance, période de fête oblige, les films de Noël arrivent sur nos grands écrans. Mais Violent Night de Tommy Wirkola est un peu différent des films classiques. Il nous fait le portrait d'un Père Noël un peu spécial. Sous les traits de David Harbour, Jim Hopper dans Stranger Things, le Père Noël a le blues et se laisse aller. Il l'a décidé, ce sera son dernier Noël, faute de magie depuis plusieurs années. Mais lors de sa tournée le 24 au soir, il va se retrouver embarqué dans une prise d'otage qui risque de tout changer. Je veux pas d'ennui, d'accord? Je vais m'éclipser par cette cheminée. Dis-moi qui c'est, parce que c'est pas un Père Noël de centre commercial. Père Noël, tu es là? Papa a dit que tu étais très occupé cette nuit. Un film pour les plus petits mais aussi les plus grands, il s'agit d'Enzo le Croco de Will Speck et Josh Gordon, une comédie musicale mêlant prise de vue réelle et animation. C'est l'histoire d'Enzo, un crocodile fan de bain et de caviar qui chante divinement bien. C'est d'ailleurs le chanteur Shawn Mendes qui lui prête sa voix pour les scènes de chant. Le reptile se retrouve abandonné dans le grenier d'une maison jusqu'à ce que de nouveaux locataires arrivent. Enzo va rapidement se lier d'amitié avec Josh, le fils de la famille, qui va chercher à le protéger par tous les moyens. Un film d'actualité maintenant, il s'agit d'Annie Colère de Blandine Lenoir qui traite de la question de l'IVG. L'histoire se déroule en 1974, un an avant la loi Veil. Annie, une ouvrière, maman de 2 enfants, va accidentellement tomber enceinte mais ne souhaite pas poursuivre sa grossesse. Elle va donc devoir recourir à l'avortement encore illégal à cette époque et va se faire aider par les bénévoles du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. On termine avec le nouveau film de Quentin Dupieux. Le réalisateur revient avec Fumer fait tousser, une comédie française à l'humour absurde comme lui seul sait le faire. On suit une équipe de 5 justiciers, les Tabac Force, parodie des super-héros des années 80 pendant qu'ils sont envoyés renforcer leur cohésion le temps d'un séminaire à la campagne. Le casting saura sûrement vous convaincre. On retrouve notamment Gilles Lelouch, Jérôme Niel, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste ou Adèle Exarchopoulos. Est-ce que vous avez une préférence, Régine? Ouais, totalement. Annie Colère. Moi, je pense que ça m'intéresserait bien. Je suis ravie qu'on en parle au cinéma. Et puis, c'est d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe aux États-Unis aussi. Donc, ouais, oui, ça me tente très bien. Le film a l'air intéressant, quoique aussi Violent Night avec le Père Noël violent, ça a l'air drôle également. C'est assez original. C'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant, jetons un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, dans les Yvelines, on aura un temps bien hivernal. Le ciel devrait rester nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 5 à 4 degrés en moyenne, mais avec un ressenti de 2 degrés. Dans l'après-midi, le ciel devrait rester couvert. Comptez 6 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan et 5 degrés à Rambouillet. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.